Mais ce soir, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau notre ami Didier Rochard pour parler d'un sujet que vous connaissez bien et qui est inépuisable. Manipulation des informations. D'ailleurs, sur le site Retour au réel, vous avez une interview de vous sur le sujet. Et je vous conseille de la regarder. Vous lisez un extrait de cours de l'ENA. Exact. Où il est expliqué noir sur blanc comment faire changer d'opinion à une population. Et on voit les résultats patents aujourd'hui. Et s'il y a encore temps, il faudrait peut-être en prendre conscience. Car ça ne sert à rien de lire soi-disant des bonnes revues, fréquenter soi-disant des bonnes messes, et d'avoir un comportement schizophrénique ou alors grégaire. Et ça, il faut pouvoir lutter contre la désinformation. Première chose, supprimer la télévision, ne plus écouter la radio, sauf quelques radios libres, et encore, car de plus en plus, même dans les radios libres, vous avez le cornu qui s'immisce. Situation gravissime, où même, non seulement ceux qui pensent bien, mais que si on veut reprendre l'écriture, même les élus vont être séduits. À vous, Chirac. Merci frère. Alors effectivement, ce n'est pas la première fois que je vous entretiens sur ce sujet. Même les élus seront séduits et je pense effectivement que c'est un grave danger. Et je vais essayer, au moins dans la dernière partie de mon exposé, de tenter de vous expliquer pourquoi. Pourquoi et comment. Je serais tenté d'intituler cette causerie « Désinformer pour mieux régner ». Et je poserai une première question. Comment un peuple peut-il faire confiance à ses institutions lorsqu'il n'a plus accès à la réalité des faits ? Car aujourd'hui, on en est là, par des méthodes très éprouvées que je vais vous décrire tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, nous n'avons plus les moyens de nous défendre, sinon avoir vraiment conscience des choses, mais autrement, le grand public, dirais-je, n'a plus les moyens de se défendre contre cette désinformation, contre cette manipulation qu'il subit au quotidien, qu'il subit chaque jour et dans toutes ses activités, quelles qu'ils soient. Le frère vient d'évoquer évidemment la télévision. Je rappelle la demande d'un ami présent dans cette salle tout à l'heure. Je lui ai rappelé que dans les années 50, l'équivalent de l'ordre des médecins aux États-Unis, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, avait fait une note, communiqué une note à la présidence des États-Unis pour stipuler que la télévision était une invention absolument remarquable, mais qu'en tout état de cause, il fallait la réserver pour les scientifiques et les militaires, mais qu'en aucun cas, il faudrait l'industrialiser, car elle détruirait toutes les relations humaines. Alors on sait ce que la télévision est devenue. Il n'y a pas, je crois, un foyer, sauf les résistants purs et durs, mais il n'y a pas un foyer qui n'a pas la télévision. Et pour avoir beaucoup voyagé, je peux vous dire que même dans les pays les plus pauvres, dans les bidonvilles les plus affreux, la première chose qu'une famille va acheter dès qu'elle a un peu d'électricité et dès qu'elle a 3 sous, avant même de manger, ce sera un poste de télévision. Voilà. C'est-à-dire qu'on est à ce point. Maintenant, c'est aussi un téléphone portable, etc. Et je citerai Donald Trump pendant sa campagne électorale. Alors là, j'aurai sans doute une avalanche de questions tout à l'heure sur Trump. Je ne suis pas un Trumpiste, je n'ai pas de lettres, je ne suis pas américain. Mais Donald Trump, dans ses discours, disait à ses sans doute électeurs, futurs électeurs, oubliez la presse, lisez sur Internet, informez-vous ailleurs et n'allez pas sur les médias mainstream. Les médias mainstream, tout le monde sait ce que c'est les grosses médias nationaux, internationaux, etc.
C'est d'ailleurs un très mauvais conseil. Au premier degré, on pourrait se dire, il a compris que les médias mainstream n'étaient pas dans son camp, n'étaient pas dans le camp de l'homme, tout simplement. Mais lisez Internet, je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit un bon conseil. Pardon ? On a le choix, oui, oui. Sur Internet, c'est vrai qu'on a au moins le choix de le faire ou de ne pas le faire. Alors, je vais me référer à un certain nombre d'ouvrages, et le dernier en titre, il y en a, en ce moment, ça foisonne de tous les côtés. J'ai apporté, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure, il y a 10 revues aujourd'hui dans les kiosques qui parlent de manipulation, qui parlent de désinformation, y compris des revues philosophiques d'ailleurs, fort intéressantes. Et on s'aperçoit que c'est un sujet qui est omniprésent et qui effectivement pollue l'intégralité de nos vies, puisque nous sommes, quoi que nous soyons, avec cet appareil, je suis géolocalisé, que je le veuille ou non. Mes conversations peuvent être entendues. Je ne sais pas si je ne vous filme pas tout de suite, même si je n'ai rien sur mon écran. Avec certaines ampoules nouvelle génération, ces ampoules enregistrent les conversations, ou du moins diffusent les conversations. Je rappelle la mise en garde des associations de consommateurs pendant la période de Noël dernier, qui avaient dit aux familles, attention, vous achetez des jouets pour les enfants. Vous achetez des jouets branchés sur le Wi-Fi, etc. Alors c'est formidable, ce sont des petits robots, ça circule, on appuie sur un bouton, ils dansent, on appuie sur un autre, ils vous invitent à faire toutes sortes de jeux, etc. Mais ces jouets sont branchés, ces jouets sont connectés. Et par conséquent, on pourra tout savoir de ce qui se passe chez vous. Aujourd'hui, la grande mode, pour éviter les voleurs, car tout ceci, il faut bien le savoir, est fait pour notre bien. Voilà. Tout ceci est toujours présenté comme étant fait pour notre bien, pour lutter contre les voleurs, contre les terroristes, contre les fraudeurs, les escrocs, etc. Et aujourd'hui, donc, la grande mode, c'est d'équiper sa maison, son appartement avec des petites caméras qui permettent de visionner partout dans le monde où vous êtes. Vous vous branchez sur la caméra et vous voyez votre intérieur. Donc vous savez s'il y a un voleur qui est rentré ou pas. Bien. Le seul problème, c'est que n'importe qui peut se brancher là-dessus, parce que c'est sur un réseau Wi-Fi, et avec un scanner à bas prix, vous pouvez très bien savoir ce qui se passe chez les gens. Il suffit, dans la rue, vous passez à côté, vous voyez toutes les prises de scan qui sont possibles, et on peut très bien, un étranger peut très bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est assez pratique pour faire une estimation du mobilier et des tableaux que vous pouvez posséder. Voilà. Donc, en un mot, nous sommes en permanence, nous sommes totalement connectés, qu'on le veuille ou non. Mais bien sûr, c'est Orwell. Cette carte permet aux contrôleurs de la RATP de savoir exactement par où je suis passé, à quelle heure, quand, pourquoi, etc. Enfin, pourquoi pas tout à fait encore, mais ça va venir. Voilà. Mais en tout cas, quand et comment je suis, sur quelle ligne, enfin, etc. Tout est inscrit là-dedans. Voilà, tous mes déplacements de plusieurs années sont dans la puce. C'est pour dire que nous sommes, pour parler trivialement, nous sommes fliqués en permanence. Alors, là-dessus, il faut distinguer... Alors oui, je vous parlais de ce livre qui est fort intéressant. C'est le dernier, à mon avis, qui est paru, à ma connaissance. C'est le dernier livre de David Colomb, aux éditions Belin. Alors c'est un gros pavé. Je ne vous l'ai pas apporté à cause de ça, d'ailleurs. Mais effectivement, il travaille sur la propagande et il a d'excellentes références. Et il amène un élément un peu nouveau, car pour le commun des mortels, la propagande, c'est l'outil des régimes totalitaires, c'est l'outil du communisme, c'est l'outil du nazisme, si vous voulez, c'est l'outil des régimes totalitaires. Et lui, il démontre que pas du tout. La propagande est fille de la démocratie. En effet, chercher à obtenir l'adhésion du plus grand nombre à des valeurs, à des idéologies politiques, a en effet d'autant plus de sens que l'opinion publique a un poids effectif. Voilà. À partir du moment où vous souhaitez avoir la majorité, en quelque sorte, pour pouvoir gouverner, puisque la majorité décide, en démocratie c'est la majorité qui décide, eh bien vous allez
vous allez travailler sur l'opinion publique de façon à obtenir ça. Et la propagande commence. Alors, c'est pas très nouveau. Son livre s'appelle Propagande. Il y avait eu un ouvrage fort intéressant qui décrivait tous les systèmes, tous les moyens de la propagande. C'était l'ouvrage d'Édouard Bernès. Son livre s'appelait également Propaganda 1928. Et d'ailleurs, l'éditeur de Colomb reprend la première de couverture sur ce livre. Il y a 30 ans déjà, le sociologue américain Christophe Lasch soulignait que la confusion entre la démocratie et la libre circulation des biens et des personnes, il y a 30 ans, et, disait-il, était devenue si profonde que les critiques formulées contre cette industrialisation de la culture sont automatiquement rejetées comme critiques de la démocratie elle-même. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. On ne peut plus critiquer le système, et vous allez voir pourquoi dans un instant. Je me réfère à des études, je pense, très sérieuses. Et donc, on est un peu coincé dans l'impossibilité de critiquer le système et tout ce qu'il nous apporte en ce moment, de positif, entre guillemets, et surtout de négatif, car immédiatement, on va vous reprocher, alors évidemment, on va vous reprocher la théorie du complot, on l'évoquera tout à l'heure, ça c'est une invention qui permet de faire taire ses ennemis politiques, mais on va vous reprocher simplement de faire une critique de la démocratie. Alors, d'où vient cette idée de propagande? Je vous ai dit que l'on pense que c'est la base de la propagande, c'est les moyens de la démocratie. En fait, cette propagande, elle vient de beaucoup plus loin. Alors, je ne vais pas vous faire un historique parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a un historien américain, Robert Darnton, qui a reconstitué l'atmosphère des écrivaillons parisiens, je mets entre guillemets, des Rousseau du ruisseau, sous l'Ancien Régime. Et en fait, la désinformation, la propagande, commence pratiquement à ce moment-là. À savoir qu'au lieu d'écraser l'infâme, la fameuse phrase, le fameux commandement de Voltaire, eh bien, les escrocs l'ont diffusé, l'infâme. Le libelle était devenu une arme redoutable qui a chauffé les esprits contre le roi, la reine, la cour, etc., provoquant la colère des Parisiens et des Français en général. Or, on sait que tous ces libelles étaient d'abord extrêmement orduriers, enfin, etc., mais étaient, on le sait au moins aujourd'hui, historiquement parlant, totalement faux. De pures inventions, de pures créations de littérature. Je fais un bien grand compliment à ces libelles par rapport à la littérature. Et on connaît, par exemple, l'un de ces libelles était signé de Madame du Barry, maîtresse de Louis XV. Or, en fait, on sait aujourd'hui que ce sont des lettres totalement apocryphes, et un historien de l'époque, peut-être un journaliste déjà, disait « Elles étaient d'autant plus vraies qu'elles avaient été inventées ». C'était l'année 88 alors ça, c'était dans les années, 1788. Un autre, un peu plus tôt que ça d'ailleurs, en 1771, qui est connu, Charles Thévenot de Morande, lançait les rumeurs les plus scandaleuses depuis Londres. Voilà, protégé par le Channel. Et ces rumeurs passaient la Manche très facilement. Et Danton en disait, les libelles calomniaient tout ce qui était élevé et respectable, y compris la monarchie elle-même, avec une vulgarité que l'on peine à imaginer de nos jours, disait Danton. Je vous laisse imaginer aujourd'hui ce que ça pourrait être. Alors, elle réduisait, ça c'est très important, toujours Danton, c'est une citation, elle réduisait des situations complexes à des conflits personnels. Et ça, c'est une technique que l'on va retrouver aujourd'hui, la réduction de situations complexes à des conflits personnels, ou du moins à des notions extrêmement rapprochées. Voilà, qui va jouer sur l'émotion, qui va jouer sur la peur, qui va jouer sur tous ces phénomènes. Karl Rove, qui était conseiller de George Bush, disait « Nous sommes un empire désormais, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. » C'est-à-dire, quelle que soit la réalité, nous créons
notre propre réalité. Et je vais vous lire ce qui est dans le bouquin de David Colomb. C'est un article qui a été publié sur ce bouquin. Et c'est assez intéressant de voir, lui, David Colomb, donc, je ne fais pas une recension du bouquin, sinon je vous conseille de le lire, mais il date très précisément le commencement de la désinformation de masse, en quelque sorte, sur une date très précise, c'est le 28 octobre 1906. En effet, ce jour-là, un train déraille sur un pont récemment construit sur la côte est des États-Unis. 53 passagers perdent la vie dans la catastrophe. La compagnie ferroviaire décide immédiatement de communiquer. Elle charge un ancien journaliste, Ivy Ledbetter Lee, de rédiger un communiqué. L'agence, déjà tout le système se met en place. L'agence Parker Lee, qu'il a fondée avec George Parker l'année précédente, n'est pas seulement pionnière en matière de relations publiques, elle invente alors les règles depuis immuables de la communication de crise. Réactivité, empathie à l'égard des victimes, promesse de transparence et engagement à faire en sorte que les choses changent. Moi, ça me rappelle un discours que j'ai entendu aujourd'hui même au sujet de la catastrophe de Céveso, de Rouen. Voilà, on a entendu exactement ça. Réactivité, empathie à l'égard des victimes, promesse de transparence, engagement à faire en sorte que les choses changent. En diffusant son communiqué, en invitant les journalistes new-yorkais sur les lieux du drame, ils ont tous été voir là-bas ce qui se passait, en mettant en scène aussi la compassion des dirigeants de la compagnie pour les victimes et leurs familles, l'agence Parker Lee infléchit le traitement médiatique de l'événement et sa perception par l'opinion. On peine à mesurer aujourd'hui la révolution que cela constitue, mais l'opinion publique était jusque-là méprisée par les élites. On peut citer notamment la sortie fameuse du milliardaire William Henry Vanderbilt, quelques années plus tôt, que le public aille se faire voir. Voilà. L'essor d'une nouvelle matière scientifique, la psychologie sociale, va donner des ailes à ce que Colomb qualifie la fabrique du mensonge. Comme l'écrit Jacques Ellul, qui lui aussi a écrit un certain nombre de bouquins là-dessus, fort intéressants, sur l'opinion publique, etc. Comme l'écrit Jacques Ellul, le but de la propagande moderne n'est plus de modifier les idées, mais de provoquer une action. Pour parvenir à cette fin, il faut comprendre le processus de formation de l'opinion publique. Et là, je vous renvoie au bouquin indispensable de Guillaume Fay sur l'opinion publique. Bernard Fay, pardon. Ça, c'est un livre indispensable. Dans le sillage de Gabriel Tarde et de Gustave Le Bon, sociologue de la fin du XIXe, qui s'était passionné pour l'étude des foules, Walter Lippmann, né en 1889 et mort en 1974, et Édouard Bernays, que je vous citais tout à l'heure, qui est décédé en 1995, se penche donc sur le sujet aux États-Unis. Le second invite deux concepts centraux de la propagande, le stéréotype et la fabrique de consentement. Voilà. La fabrique de consentement, on en parlera tout au long de cette soirée et des auteurs que je vais citer. Le stéréotype correspond en fait au fait que notre connaissance de l'environnement dans lequel nous évoluons n'est qu'indirecte. Notre accès à l'information est souvent entravé, et pas seulement par la censure. Cela peut résulter tout simplement du manque de temps ou de la surabondance d'informations. Une des catastrophes pour le discernement du public, notre discernement individuel, c'est l'établissement des chaînes d'information continue. C'est-à-dire que vous regardez la télévision, vous êtes aspiré, vous êtes maintenu par l'image, vampirisé par cette image. Or, vous voyez sans arrêt la même chose. Et vous êtes donc, il y a un aspect volontaire. Vous ne pouvez pas vous détacher. Vous êtes comme sidéré par l'image. Je rappelle que l'image de la télévision n'est pas l'image du cinéma. Je rappelle que le cinéma, l'appareil de projection est derrière vous et vous regardez le film sur un écran neutre en principe.
L'appareil de télévision, c'est le contraire. C'est l'image qui se projette contre vous, avec des pixels qui ne sont pas qui sont une sorte de bombardement de lumière. Bien. Par conséquent, l'œil est absolument sidéré par l'image et on ne peut plus s'en détacher. Et je connais des personnes qui pourtant ont fait de grandes études, enfin ont eu des très grandes responsabilités, et qui sont capables de regarder pendant 8 heures, 10 heures, la même chaîne de télévision qui, toutes les 7 minutes, leur raconte la même chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est en boucle, ça n'arrête pas. Bien. Surabondance d'informations qui n'en sont pas. Hein, pour moi, c'est de la communication. De nombreux aspects de notre réalité sont donc hors de portée de vue et loin de notre esprit. Ils doivent être imaginés. Or, nos préjugés nous conduisent à adopter prioritairement des idées confortant nos présupposés. Si les stéréotypes sont privilégiés, c'est qu'ils nous dispensent de fournir un effort de compréhension de la complexité du monde. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Effort de compréhension de la complexité du monde en nous donnant une image ordonnée, confortable et familière de la réalité. La fabrique du consentement se fonde sur cette idée que puisque le gouvernement ne peut pas suivre l'opinion, trop insaisissable, trop volatile, dans une démocratie trop compliquée, il faut que l'opinion suive le gouvernement, en convainquant la masse que les décisions prises sont adoptées dans l'intérêt des individus qui la composent, quitte à recourir à ces stéréotypes et à des techniques de persuasion toujours plus perfectionnées. Alors je continuerai peut-être la lecture, c'est un peu long, je m'en excuse, mais tout est dit et c'est naturellement un article de Baudouin et Chapas, je cite les sources, qui présente le bouquin de David Colomb dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, nous en étions là de l'histoire de la propagande, de la désinformation, et on arrive à notre époque à un avènement tout à fait particulier avec le bombardement que nous subissons en permanence, avec tous les moyens qu'on a cités tout à l'heure, que ce soit télévisé, radio, téléphone, enfin tout ce qui nous entoure, et on arrive à un système qui a été défini comme étant, par un néologisme paru en 2016, c'est l'avènement de la post-vérité. Voilà. Alors la post-vérité, les faits objectifs ont moins d'influence sur le façonnement de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances individuelles. Je répète, les faits objectifs ont moins d'influence sur le façonnement de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances individuelles. Et The Guardian, le journal anglais, qui n'est pas forcément une référence, mais en mai 2017, faisait un article, je cite, « Les autorités ont tendance à exagérer, comme sous l'Union soviétique, disent-ils. Elles nous bombardent d'informations qui n'ont rien à voir avec la réalité que nous connaissons. » Et ils ajoutent, sur un site britannique, le BuzzFeed, « Il est moins coûteux de régurgiter ce que disent les politiciens que de vérifier ce qu'ils disent. » Ça, c'est le journaliste qui dit ça. Voilà. Et c'est tout à fait ce qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire que les informations sont relayées. Il y a, par exemple, sans prendre parti du tout, parce que je pense que ça va être judiciarisé, donc je ne veux pas prendre parti, mais aujourd'hui, vous avez entendu parler de cette fameuse expérience clinique sur 350 patients atteints de la maladie de Parkinson par le professeur Joyeux et le professeur Fourtillan. Et tous les médias n'ont relayé que le communiqué de la ministre de la Santé. Absolument sans prendre l'opinion, quand je dis l'opinion, sans prendre l'avis des patients eux-mêmes, pourquoi pas, sans prendre l'avis, parce qu'ils racontent toutes sortes de choses, tout est faux dans les médias dans cette affaire. On va d'ailleurs suivez bien l'actualité, vous en saurez un peu plus dans quelques jours. Mais enfin, je veux dire par là que c'est tout à fait flagrant. Il est moins coûteux de régurgiter ce que disent les politiciens que de vérifier ce qu'ils disent, parce que évidemment, à partir du moment où on vérifie les faits objectifs de cette aventure, le journaliste honnête va être obligé de contrarier, ou du moins de poser des questions à la ministre de la Santé. Et ça, c'est quand même très mal vu, hein, c'est embêtant. Voilà. Alors, on considère qu'il y a 3 catégories, disons, de
de techniques. La première catégorie, c'est la plus ancienne. C'est celle qui, à une certaine époque, était réservée plutôt au réseau militaire, enfin, etc. Ça, j'en avais parlé la dernière fois sur les grandes opérations de propagande dirigées vers l'ennemi. C'était le but de la propagande à une certaine époque. Donc, c'était des faux articles ou des artifices qui permettaient de promouvoir des intérêts, qu'ils soient politiques, guerriers ou économiques. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie qu'on utilise, c'est le sensationnalisme, c'est-à-dire une information qui est souvent vraie, mais totalement déformée, et qui va être magnifiée, glorifiée, intensifiée en tout cas. Et ça, c'est les définitions qu'en donne un journaliste zimbabwéen, qui s'appelle Ernest, il ne veut même pas donner son nom d'ailleurs, il n'est pas fou, il a raison sans doute d'ailleurs. Et c'est lui, il démonte absolument tout le système et il l'avoue complètement. C'est pour ça qu'il reste partiellement anonyme, en disant dans mon pays, le journaliste ne gagne pas sa vie. Donc, je suis un journaliste de vocation. Je vais donc aller au contact avec les faits pour pouvoir les rapporter tels qu'ils sont le plus objectivement possible à mes lecteurs. Mais ça ne me permet pas de faire chauffer la marmite. Donc j'ai créé un site où là, je ne raconte que des fausses informations. Que ce qu'on appelle, troisième catégorie, les fake news proprement dites. Et il dit, là, je suis un vrai salopard. Parce que j'invente des tas de trucs sur des personnages existants, je les traîne dans la boue, j'invente toutes sortes de trucs, avec une toute petite partie de vrai, c'est le sensationnalisme, de façon à ce que ça marche. C'est-à-dire que le public attend ça. Et le public achète ça. Et je suis rémunéré par la publicité que génère mon site internet. Et là, je gagne très très bien ma vie, ce qui me permet de faire mon vrai métier de journaliste. Alors, vous imaginez bien, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est à la limite de l'honnêteté. Bon, enfin, il dit tout. Il a un site sur internet que j'ai été voir, c'est tout à fait intéressant. Mais effectivement, il reconnaît que c'est moralement absolument indéfendable. Mais il a une famille et sa femme, elle, lui conseille franchement de faire plutôt du fake news que du journalisme, parce que ça rapporte quand même plus pour élever les enfants. Alors, le terme est lancé, fake news. Alors, est-ce que c'est une infox aujourd'hui ? Je vous rappelle quand même que la première loi concernant les fake news dans l'État français, la première loi est du 22 décembre 2018 et qui s'appelait « Contre la manipulation de l'opinion ». Voilà. Je me permets quand même de vous faire remarquer, mais vous l'auriez fait sans ma remarque, moi j'observe quand même, quand on regarde les différentes campagnes électorales de candidats récents qui luttent pied à pied contre les fake news, ils ont intérêt à battre leur propre coulpe, parce que les fake news, on en a eu. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors la fake news, on sait ce que c'est c'est un mensonge, donc c'est évidemment, mais c'est un mensonge, orienté. C'est une information ou des informations délibérément mensongères qui se propagent de manière virale et qui ont été produites à cet effet, naturellement. Alors je vous rappelle quand même que le mensonge, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. J'avais dit dans la dernière conférence que ça datait de la Genèse, je crois que c'est dans le chapitre 5, quand le serpent dit à Ève et à Adam, vous serez comme, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux. Le mensonge, ça commence là. Et effectivement, d'ailleurs, on s'en rend compte, l'homme continue à vivre du mensonge, puisqu'aujourd'hui, la PMA, la GPA, ce qui suit derrière, les manipulations génétiques, c'est bien ça. L'homme veut se prendre pour Dieu, veut être Dieu. Alors je rappelle quand même, parce que dans nos écoles, dans nos lycées, on étudie Voltaire, nos enfants étudient Voltaire. En 1736, le 21 octobre, dans une lettre qu'il envoie à son ami Thierriot, j'ouvre les guillemets, il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. J'espère qu'on enseigne ça dans nos établissements. Lénine a repris l'information, naturellement. Le mensonge et le cynisme sont nécessaires pour faire triompher la cause portée par le mouvement de l'histoire. Nietzsche
quels que soient les mensonges que profèrent certains individus, avec la mine qu'ils ont, ils disent la vérité quand même. Et toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que non fortuite. Bien. Donc il y a belle lurette que le monde vit au rythme des mensonges, rumeurs et autres tromperies. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est la vitesse à laquelle ils se diffusent. Les réseaux sociaux y contribuent avec notre complicité tacite, mais baissons la garde et nos facultés de discernement déclinent sous le poids de ce que Carole Lambza, c'est une journaliste, dans plusieurs articles consacrés à ça, appelle l'infobésité. Voilà, je trouve que la formule est assez intéressante. Alors toutes ces fake news, il faut bien le savoir, attirent le sensationnalisme et par conséquent, elles intéressent parfois plus le public que l'information. Et elles sont un juteux business. Chaque clic étant synonyme de recette publicitaire et le partage en masse des contenus sur Facebook en accroît la portée. Et Ernest, le fameux journaliste zimbabwéen qui nous parle là, dit bien sur Internet, un imbécile qui dit des conneries peut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et lui, c'est ce qu'il fait, hein, il l'avoue, voilà. Il a au moins ce charme, disons. À la fois cause et symptôme d'une défiance croissante à l'égard de la classe dirigeante. Voilà. À la fois cause, parce que les fake news, il y a des émetteurs, si vous suivez mon regard, et puis symptôme, parce que ça démontre aujourd'hui la faiblesse de cette classe dirigeante qui est obligée d'utiliser ce genre de choses pour faire vivre notre pseudo-démocratie. Alors, un citoyen veut-il ou non se comporter en adulte? C'est une question. Il faut exercer son esprit critique, ne pas partager tout et n'importe quoi sur les réseaux, c'est une façon de résister en un sens. Et là, je rappelle l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, publié en 1793, hein, c'est la première déclaration, il y en a eu d'autres depuis. Mais là, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits des peuples », ce qui est le cas hein, dans cette démonstration, « l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. » Voilà. C'est un texte qui a valeur constitutionnelle en France. Voilà. Donc, l'insurrection, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui nous y oblige. C'est le plus indispensable des devoirs. Alors donc, le citoyen peut tenter de résister à lui-même, et puis l'État a pris les choses en main, comme d'habitude. Donc, le président Macron et d'autres en Europe s'apprêtent à imposer unilatéralement, alors je crois que c'est fait depuis le mois de janvier, d'ailleurs la loi est passée, le contrôle de la parole sur Internet avec de nouvelles législations en France et en Allemagne. Je vous lirai quelques réactions allemandes après. Facebook et Internet auront seulement 24 heures pour supprimer des propos haineux sur leur site sous peine d'une amende. Alors en France, de 1,4 million de dollars par violation. Ils ont 24 heures. Les grandes, en Allemagne, je crois que c'est 5 millions. Hein. C'est bien pire. J'ai le chiffre dans une note tout à l'heure. Les grandes entreprises seront donc forcées de censurer la parole. Les grandes entreprises, les GAFAM, comme on dit, mais toutes les entreprises qui communiquent, seront donc obligées, forcées de censurer la parole selon des normes mal définies. C'est une criminalisation de la liberté d'expression selon des normes vagues, faisant référence, dans la dernière loi, à l'incitation à la haine. Et ce qui fait dire à Jonathan Turley, professeur de droit à l'université George Washington, qui travaille beaucoup sur les médias européens, la France est aujourd'hui devenue l'une des plus grandes menaces mondiales pour la liberté d'expression. Alors ce texte, je l'ai ici aussi. Voilà. Donc, la France se situe, alors c'est pas lui qui le dit, c'est un autre, Jean-Luc Tary. La France se situe à la 32e place du classement des pays pour la liberté d'expression. La patrie des droits de l'homme. Nous sommes à la 32e place, coincés entre l'Afrique du Sud, 31e, et le Royaume-Uni, 33e. Voilà. Ça n'a donc pas grand-chose de très glorieux.
l'Allemagne, un niveau d'autocensure choquant. Un fossé de plus en plus significatif se creuse entre ce que les Allemands disent en public et ce qu'ils pensent. 57% des Allemands trouvent de plus en plus énervant de se voir dicter ce qui leur est permis d'exprimer et comment ils doivent se comporter. Cela fait une grande différence quand les citoyens pensent qu'ils sont de plus en plus surveillés et jugés, quand ils ont le sentiment de ne pas être pris en considération, quand ils sentent que leurs préoccupations ne sont pas prises au sérieux et qu'ils ne sont pas consultés sur les grands sujets. On reviendra là-dessus tout à l'heure. D'après une enquête sur l'autocensure en Allemagne menée par l'Institut für Demoskopie Hallenbach. Ces atteintes à la liberté d'expression ont culminé en 2018 avec la loi sur la censure qui oblige les réseaux sociaux à supprimer ou bloquer toute infraction pénale présumée relevant de la diffamation ou de l'incitation en ligne dans les 24 heures qui suivent la plainte d'un internaute. C'est la même chose en France, comme je vous le disais. Si les c'est même plus que ça. Si les plateformes ne réagissent pas, le gouvernement allemand est en droit de leur infliger une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Voilà. Et des Allemands ont été poursuivis en justice pour avoir critiqué la politique migratoire du gouvernement, etc., etc. Alors, le problème, c'est que c'est en Allemagne. Là, j'ai le même article au Canada. La liberté d'expression en danger de mort au Canada. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que dans toutes les démocraties occidentales, disons, le sujet est le même. Les sanctions sont les mêmes, à peu de choses près, et par conséquent, on est dans un système extrêmement répressif. Petit rappel d'Olivier Pichon au sujet sur un site, ce qui prouve que je vais quand même sur Internet, je suis désolé, sur un site Au pays de la liberté, la France est le numéro 1 de la censure sur Internet. En 2018, la France a supprimé 37 990 sites sur Internet. En Inde, ils en ont supprimé 30 126. En Turquie, 6 574. La Turquie n'apporte pas la réputation d'être un pays sympathique. L'Allemagne, 554. Israël, 431. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que d'après cette étude, celui qui a le moins supprimé, c'est la Russie. Je cherche exactement où est-elle. Alors, évidemment, lorsqu'on entend la presse française au sujet de la Russie, qui a tous les défauts, comme vous le savez, puisque c'est la Russie qui a planté, mais c'est un peu trivial, l'élection aux États-Unis, mais c'est elle aussi, on va le voir dans un instant, dans une déclaration de M. Macron, qui a dit très récemment que la Russie est quand même tout à fait, tout à fait responsable des Gilets jaunes. Ah oui, carrément. Bien sûr, bien sûr. Je vais vous lire la citation dans un instant sur un autre chapitre. Voilà. Alors, n'oublions pas que l'État toujours, l'État a décidé de bloquer, enfin de censurer, de demander aux entreprises qu'elles se censurent elles-mêmes. C'est même pas l'État qui va dire, c'est pas un juge qui va dire, bah oui, effectivement, là, il y a des propos qui sont quand même scandaleux, etc. Donc, effectivement, décision de justice, on le supprime. Ce qui serait logique, ce qui serait souhaitable. Car des fake news, il y en a de catastrophiques. Donc, mais pas du tout. Là, c'est l'État qui impose par des amendes considérables, comme vous avez vu, à des entreprises privées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin à des entreprises de supprimer, de censurer, de s'auto-censurer. Et alors, étant donné que ce ne serait pas tout à fait complet, le dispositif est un peu plus large, puisque une holding va chapeauter Radio France, France Télévisions, l'INA, France Média Monde, qui regroupe RFI et France 24. Ça, c'est une nouvelle du 24 septembre 2019, donc c'est très récent. Pardon ? Va chapeauter. Alors, Radio France, France Télévisions, l'INA, France Média Monde, et France Média Monde regroupe RFI et France 24. Alors, les choses sont en train d'être expérimentées. Il y a les deux, parce que Arte et TV5 Monde ne font pas partie de cette holding en raison de leur statut particulier de coopération internationale. Voilà. Et alors, cette holding sera chargée de définir les orientations stratégiques et de répartir les budgets entre chacune de ces sociétés. Ils autoriseront plus de publicité à la télévision. Si vous regardez la télévision, vous allez vous réjouir. Vous aurez des publicités pour les couches culottes. Et une 13e coupure de pub pour les films de plus de 1h30. Donc il y aura encore un petit peu plus de publicité.
Ça, c'est pour le business, ça rapporte un petit peu plus. Alors, oui, tout à l'heure, je devais vous lire la déclaration de notre président, de Macron. Je vais évidemment la retrouver, qui est assez symptomatique. Voilà. Alors, Emmanuel Macron, ça c'est du 14 novembre 2018, hein, donc avant le vote de la loi sur les propos haineux. Alors, il part en guerre contre les activités malicieuses en ligne. Donc, le 12 novembre 2018, il fait, à la direction du siège parisien de l'UNESCO, Macron lance un appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, lequel se donne pour première mission d'accroître la prévention et la résilience face aux activités malicieuses en ligne. Comme le regrette un conseiller élyséen, c'est un espace géré mais non gouverné. Donc il faut que le gouvernement entre là-dedans. Ce qui est insupportable aux yeux du président, naturellement. Alors le seul problème, c'est qu'évidemment, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, les discours de haine ou par la propagation des contenus terroristes. Je crois profondément qu'il faut réguler, dit-il. Alors ça a le mérite d'être franc, mais c'est un petit peu, le journaliste dit, mais c'est assez ingrat, car si nos souvenirs sont bons, pour être élu et dézinguer Fillon, Internet ne l'a pas trop mal servi. Voilà, c'est le journaliste qui s'exprime comme ça, c'est tout à fait vrai. Et ce qui est inquiétant, évidemment, c'est que là-dedans, les contenus malicieux, les activités malicieuses, qu'est-ce que c'est ? Tout est malicieux. À partir du moment où vous allez dire « je n'aime pas Macron », c'est une malice qui va vous exposer à des ennuis. Bon, puisqu'il faut gouverner, hein, gérer et gouverner. Alors, et puis alors, il y a également un certain nombre de sites qui combattent la propagation des fausses nouvelles. Alors là, je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce qu'il y a des sites qui sont tout à fait amusants. Quand vous pensez que Le Monde, par exemple, a créé un site qui s'appelle le Décodex, et alors il faut aller dessus, il faut le lire, parce que c'est assez comique. Vous allez sur Un Fait, et vous voyez comment Le Monde décode des fake news, en inventant des considérables, enfin des choses absolument inouïes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent des fake news pour les dénoncer, pour pouvoir en inventer d'autres. Voilà. Et pour pouvoir justifier cette dénonciation. C'est le billard à trois bandes. C'est absolument extraordinaire. Alors, il y a un site américain, Snopes, qui apparemment est un peu plus objectif, un peu plus sérieux, mais enfin, ça dépend des sujets qu'il traite, il faut voir ça. Alors, toutes ces techniques de propagande, de désinformation, aujourd'hui, elles portent un nom. Et curieusement, il y a encore les 5 dernières années, ce nom était dans tous les articles qui étaient consacrés à ça. C'est l'ingénierie sociale. Donc, le but de la manœuvre, et oui, je disais, pendant 5 ans, on n'a entendu parler que de ça. On parlait d'ingénierie sociale, etc. Et puis là, je suis l'actualité de tous ces sujets-là le plus précisément possible, le plus régulièrement possible. Et là, depuis quelque temps, on a l'impression que ce terme a complètement disparu, des analyses, des articles, enfin, etc. Alors, peut-être est-ce que parce qu'il est trop précis, peut-être est-ce que parce qu'il définit trop bien les choses. En tout cas, on ne parle plus de cette ingénierie sociale qui est pourtant la base même de la technique qui permet de lancer cette propagande et de désinformer le public. Alors le but de la manœuvre est simple, hein, c'est de prendre le contrôle du système de perception d'autrui sans être soi-même perçu. Puis d'y introduire des effets en réécrivant les relations de cause à effet, de sorte qu'autrui, quand il analyse les choses, se trompe lui-même, quand il essaye de remonter pour comprendre la situation présente. Voilà, je parlais du billard à trois bandes, c'est tout à fait ça. C'est ce qui va empêcher, d'ailleurs, je vais le développer un petit peu, c'est ce qui va empêcher l'individu, le citoyen lambda, de comprendre ce qui lui arrive. Il va être happé, et on va le voir d'une façon très universitaire par quelques auteurs tout à l'heure. Et un propos d'un conseiller de la campagne de Sarkozy
rapportée donc par Yasmina Reza dans un livre qu'elle a écrit, L'aube, le soir ou la nuit, paru chez Flammarion en 2007. Et elle dit, enfin, ce conseiller de la campagne de Sarkozy révèle, la réalité n'a aucune importance. Il n'y a que la perception qui compte. Voilà, ça c'est le summum de la désinformation. Puisque le savoir sur lequel fonctionne, alors j'introduis un terme, je l'expliquerai tout à l'heure, gouvernementalité algorithmique. C'est un terme un peu compliqué, algorithmique ou statistique, hein, les deux termes fonctionnent. Mais puisque le savoir sur lequel fonctionne cette gouvernementalité algorithmique émane spontanément d'une sorte de mémoire digitale globale, on va expliquer tout ça, et que le sens n'est plus construit mais donné, immanent au réel, et découvert dans les relations subtiles entre données, il n'est plus nécessaire de rien expliquer, ni de rien interpréter. On évacue même la notion de justice, la notion du juge, qui est la possibilité pour le citoyen de faire valoir son désaccord avec une norme qu'il estimerait injuste ou ne se correspondant pas à sa culture, à sa façon de vivre, etc. Seule condition, pourtant, pour créer un dehors, un espace extérieur non identique au réel statistiquement enregistré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirai de qui sont ces termes-là. C'est tout simplement que cette gouvernementalité algorithmique, c'est nous qui la créons, avec nos appareils. Voilà, je prends le métro, je mets ma carte, je suis repéré, fléché, les gens savent où je suis. Et alors ça, c'est une chose. Bon, après, admettons, je suis un honnête homme, j'espère, donc je ne pars pas faire un attentat, je ne pars pas voler dans un magasin, je prends le métro pour aller travailler, pour rencontrer des amis, mais je suis pour aller à une manif, pourquoi pas, c'est constitutionnel, par conséquent, voilà, il n'y a que Chirac qui peut se permettre de sauter les portiques. Et par conséquent, il ne le fera plus. Par conséquent, donc j'utilise ma carte, mais cette donnée va être enregistrée. Quand j'utilise mon téléphone, tout ce que je dis, quand je vais sur un site, vous avez remarqué d'ailleurs, vous avez besoin d'aller à Dijon. Vous allez sur Internet, c'était vrai avec le Minitel déjà, vous allez sur Internet et vous allez sur le site de la SNCF ou sur le site d'un marchand de billets quelconque et vous tapez un Paris-Dijon. Voilà. Et à la seconde, vous allez avoir sur le côté de votre écran des publicités pour les locations de voitures, pour les hôtels, pour les restaurants, pour les activités que vous pourrez faire à Dijon pendant que vous y serez. Le temps est numéré, est donné, c'est-à-dire vous y serez pendant le week-end, vous pouvez aller au salon, machin, etc. Et vous partez de chez vous. Ah ben chez vous, vous pouvez... Voilà, c'est-à-dire que vous êtes géolocalisé, ils savent exactement où vous allez, et tout ça, ce sont des données qui vont rentrer... Je vais l'expliquer encore davantage tout à l'heure, qui vont rentrer dans le big data, comme on dit, et qui vont être répertoriés. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a personne derrière pour aller voir si je vais à Dijon, etc. Détrompez-vous, il y a des machines. Il y a des machines qui vont constituer des algorithmes. Alors, voilà, j'ai expliqué ces quelques termes un peu nouveaux, un peu compliqués, mais on va y revenir dans un instant. Est-ce que le citoyen peut exercer son esprit critique, une fois qu'il a analysé tout ça, une fois qu'il est au courant? A-t-il encore les moyens éclairés de cette critique et du discernement qui devrait en résulter? Alors, là encore, quelques citations, si vous m'autorisez, quelques références. Claude Riffa, chercheur en neuropsychiatrie, je cite, hein, « La violence, c'est aussi la victoire du mensonge sur la vérité ». Une autre citation de Herbert Schiller, professeur de communication à l'Université de Californie à San Diego. « L'un des moyens de faire régner l'ordre dans les rangs est de s'assurer la maîtrise des définitions, de faire la police des idées, ce qui signifie pour les dirigeants être capables de formuler et de diffuser leur vision de la réalité locale et globale qui sert leurs intérêts. » Voilà, si vous avez bien retenu ces propos. Ça, c'est la manipulation la plus absolue, c'est-à-dire faire la police des idées, être capable de formuler, de diffuser leur vision
de la réalité globale et locale. Voilà. Là, on est cerné. Voilà. Et vous savez que ça commence à l'école. L'école à 3 ans. C'est formidable. Bien. Ça se met en place en ce moment, alors on verra dans les faits ce qui va se passer, mais avec, pour les enfants de 3 ans, 3 heures d'éducation sexuelle. Les enfants de 3 ans? Ben oui, bien sûr. Comment, vous n'étiez pas au courant que les enfants de 3 ans ont une sexualité? Mais enfin, madame, mais vous ne lisez pas les journaux? Bien. Et non, mais justement, on ne veut pas que ce soit la maman ou le papa qui enseigne. C'est le rôle des familles. Mais on ne veut pas que ce soit les familles. Parce qu'il est bien évident que les familles pourraient inculquer à leurs enfants, c'est la fameuse phrase de Payon, il faut enlever les enfants de leur conditionnement familial. Bon. Alors à chaque fois, ils nous présentent ça pour notre bien. Parce que le conditionnement familial, sous-entendu, dans des communautés spécifiques, suivez mon regard. Donc vous vous dites, ah bah ouf, c'est vrai, j'ai pas du tout envie que mon enfant soit enseigné à partir du Coran ou quelque chose comme ça. Bien. Par conséquent, ça me soulage. Oui, mais qui va lui enseigner? Or, Cohn-Bendit. Alors, vous avez peut-être vu dans les kiosques il y a peu de temps, hein, c'est le hors-série de septembre-octobre, je ne fais pas de pub, armes de désinformation massive, les manuels scolaires. Bien. Or, il faut voir dans les manuels scolaires ce qu'on peut raconter à nos enfants. C'est quelque chose d'inouï. Ça va de l'orientation communautariste au mensonge le plus absolu. Bien. Pour la petite histoire, je l'ai raconté 10 fois déjà à la radio, moi j'ai eu des problèmes épouvantables avec un de mes enfants qui avait contrarié son professeur d'histoire sur l'affaire Guy Môquet, quand M. Sarkozy avait imposé la lecture de la lettre d'adieu, lettre tout à fait émouvante, etc., la lettre d'adieu de Guy Môquet à sa maman avant d'être fusillé au milieu des martyrs de Chateaubriand. Bien. Et donc, mon fils avait entendu cette lettre à l'école et la prof avait fait toutes sortes de développements sur Guy Môquet, le grand résistant, la preuve de la jeunesse résistante, etc. Et mon fils, connaissant un peu l'histoire, je dois avoir 3 ou 4 livres d'historiens à la maison sur cette affaire, dit à sa prof, non, madame, vous vous trompez complètement, Guy Môquet, il n'est pas résistant. Guy Môquet, il a été arrêté en 1939, parce qu'il distribuait des tracts contre la guerre, pro-Hitler et contre les Juifs. Des tracts où étaient marqués nominativement, enfin, mort aux Juifs. Tracts distribués à l'époque par le Parti communiste, le parti des 75 000 fusillés. Et la prof lui dit, mais jeune homme, mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on vous a raconté? C'est totalement faux. Et puis je vous interdis de critiquer mes cours, etc. Donc il s'est ramassé une bulle et il a fallu que j'aille négocier avec la prof et expliquer à la professeure que c'était mon fils qui avait raison. Alors vous imaginez le scandale. Bon. Bref, ça c'est anecdote. Alors donc voilà. Donc ça commence dans les manuels scolaires. Et puis, ça va aller dans les journaux, etc. Dans un certain nombre de bouquins. Il y a un livre qui s'appelle Désinformation en ce moment, j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est merveilleux parce qu'il parle de la désinformation, il raconte toute l'histoire, l'historique, les quelques éléments que je vous ai donnés, qui sont connus, enfin qui sont de notoriété maintenant. Et alors, là encore, il démonte la désinformation en désinformant. Voilà, c'est un vrai plaisir. Malheureusement, j'ai oublié l'auteur, c'est un peu idiot. C'est le livre à ne pas lire. Ou alors, du moins, à lire avec discernement. Alors, je continue. Je cite, « Le secret du pouvoir consiste à multiplier à un tel degré les fautes, les habitudes, les passions et les lois conventionnelles du pays, de façon à ce que personne ne soit plus capable de penser clairement dans ce chaos. Il faut affaiblir la pensée publique par le critique, sans doute par la critique, lui faire perdre sa puissance de raisonnement, celle qui engendre l'opposition véritable, et distraire par une phraséologie dénuée de sens. » Ça, c'est, si vous retenez bien, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Pour s'assurer l'opinion, il faut l'embrouiller complètement en lui faisant entendre de tous côtés et de toute matière les opinions contradictoires. Voilà. Nous allons supprimer une niche fiscale aux retraités pour les aides à domicile.
Voilà. 2 heures plus tard, non, pas du tout. Non, on ne va pas la supprimer. Ah. Attendez, ils n'ont pas le téléphone pour se mettre d'accord. Enfin, entre 2 ministres, entre le ministre et le président de la République. C'est absolument ahurissant. Donc, pour s'assurer l'opinion, il faut l'embrouiller complètement, en lui faisant entendre de tous côtés et de toute matière les opinions contradictoires, jusqu'à ce que les gens soient perdus dans leur labyrinthe. Les hommes cesseront ainsi de se comprendre les uns les autres, et ils comprendront alors que le meilleur parti à prendre est de n'avoir aucune opinion en matière politique. Voilà. C'est pas récent, c'est M. Edgar Ginsberg, professeur d'économie politique à l'université de Seattle. Ce sont des études qui ont été faites il y a 30 ans déjà. Ces individus seuls, les individus dont il parle, les citoyens, seuls, désaffiliés, reliés aux autres par des prothèses informatiques, le téléphone portable, le truc et le machin, le téléphone portable. L'autre jour, dans un parc, un garçon et une fille, l'un à côté de l'autre, visiblement en relations affectives. Bien. Et ils étaient tous les deux j'étais en face et je les voyais ils étaient en train alors, gentiment, pour rigoler, je leur dis, attendez, enfin, vous êtes jeune, vous êtes beau, un garçon et une fille comme ça, enfin, vous n'avez rien d'autre à vous dire que de cliquer comme ça, etc. Et le gars me dit, mais c'est parce qu'on se parle. Par téléphone interposé. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Bien. Donc, ces individus seuls, désaffiliés, reliés aux autres par des prothèses informatiques, rationnels sans être raisonnables, persuadés de maîtriser leur choix culturel, en disposant d'une masse d'informations infinie, inutiles à mémoriser, car disponibles partout et en permanence. Ces individus sont l'archétype de l'homme nouveau à l'ère numérique. On est en train de fabriquer un homme, vous et moi, sans doute, qui sommes sans histoire, sans avenir, sans enracinement, sans relation vraie. Enfin, je sais pas, un être humain, merde, c'est en 3 dimensions. Sans incarnation. Il a une épaisseur, une hauteur, il a un poids, il a une incarnation. Non, tout ça va être totalement désincarné. Et c'est une fabrique d'esclaves, c'est une fabrique de chimères humaines. Et avec la PMA et la GPA, n'en parlons pas. Parce que la GPA, ce ne sera pas fini. La GPA est automatique après la PMA sur le principe d'égalité. Dès que la PMA va être votée, vous allez voir les couples homosexuels mâles qui vont aller à la Cour européenne de justice demander l'égalité. Et au nom de quoi pourra-t-on leur refuser? Mais après ça, la GPA, c'est une manipulation génétique, au sens propre du terme. Ce que le gouvernement a dit, non, nous jamais. Hollande l'avait déjà dit, pour la PMA, jamais. Bon. Alors maintenant, c'est la PMA. Macron a dit pour la GPA, non, surtout pas. Demain matin, c'est la GPA. Et après-demain, c'est des chimères, c'est des clones. C'est l'homme médicament. On va fabriquer un alter ego. On va utiliser les mêmes gamètes pour fabriquer un vrai jumeau à côté, mais qui ne sera pas vraiment un homme. Parce qu'on va décider... Alors, qui va décider que celui-là, c'est le bon et l'autre, c'est le médicament, pour faire les prélèvements, etc. Ça, personne ne le lit. Et le comité d'éthique, je vous rappelle, le comité d'éthique a été réuni, a donné un avis défavorable pour la PMA, on n'en tient pas compte. Le gouvernement a dit, nous allons le consensus le plus large possible. Donc on va interroger les Français. Donc il y a une commission qui a été créée pour pouvoir interroger les Français. 82% des Français ont refusé la PMA en argumentant. Bon, le gouvernement a dit qu'il ne pouvait pas tenir compte de ça parce que ce sondage avait été truqué. Bon. Les commissions ad hoc, les commissions idoines réunies par le gouvernement qui disent non, il ne faut pas faire ça parce que voilà les conséquences, etc. On les fait taire, on n'en tient pas compte. Là, à la Chambre des députés, ils ont dit qu'ils ne parleraient pas du résultat de ce pseudo-sondage réalisé par la commission d'éthique et qu'ils ne parleraient pas des conclusions de la commission d'éthique. Donc,
on balaye tout ce qui fâche et on garde. Vous avez vu certainement sur Internet le dernier vote d'un amendement pour cette loi de la PMA à la télévision, au doigt mouillé, adopté. Bon, c'est ce qui avait été fait pour la COP 21 avec M. Fabius, hein, devant 3000 délégués. Bon, qui est contre je ne vois pas. Qui est pour je ne vois pas non plus, donc c'est adopté. Voilà. Bon, et tout ça est sur Internet. C'est-à-dire que ça n'est pas caché. On n'essaye pas de le cacher, c'est pas la peine. Puisque les gens qui s'intéressent à ça vont regarder, et puis, vous connaissez les 3 bonobos, les 3 petits singes. Bon. Et par conséquent, ça n'intéresse personne. On parlera du climat après, parce que c'est une des grandes... Bon. Alors, je continue. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. La société de communication ne se confond en aucun cas à la société de l'information, qui ne nous a pas encore touchés. Aujourd'hui, on est totalement dans la communication, mais plus du tout dans l'information. L'information est systématiquement truquée. Dans la désinformation. Bon. Donc, on est dans la désinformation, ce qui n'est pas informatif et désinformatif. Bien. Depuis le début des années 90, l'information a progressivement disparu des médias grand public. Il faut parler un peu de la presse. Comme les élections, les journaux télévisés existent toujours, mais ils ont été vidés de leur contenu et remplacés par des sujets magazines. Reportages anecdotiques, faits divers, ragots sans importance. Les seules infos sont données par des experts en rien, généralement, qui ne font que reprendre les dépêches d'agence sans analyse ou alors tronquer, reprenant les arguments énoncés par les dirigeants bien en cours. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pu l'observer dans le cours des émissions que j'ai pu faire, par des réflexions d'auteurs, enfin, etc. Lorsque je leur disais les quelques questions que je leur poserais quand ils me le demandaient, et certains d'entre eux me disaient « Ah, mais alors vous avez lu mon livre ?» Bah, je dis « Oui, évidemment, je vais vous recevoir pendant 1h30. Donc, le moins qu'on puisse faire, j'ai lu votre livre, mais j'ai aussi lu la thèse inverse. Puis j'ai lu le livre de Monsieur Machin, qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Puis j'ai lu le livre aussi de Tartemol, qui est tout à fait d'accord avec vous, mais qui va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui va animer la conversation, qui va animer l'émission. Voilà. Et il me dit, mais je vous assure, enfin, ça n'existe plus. Un journaliste, je ne me prétends pas journaliste, qui lit un livre, ça n'existe plus. Bon. Donc ce sont des experts qui n'ont fait que lire la dépêche qu'on leur a envoyé, généralement que leur a envoyé le commissaire politique de la chaîne, c'est-à-dire le rédacteur en chef, et puis le gars, il lit. C'est l'aveu que m'avait fait un grand journaliste qui avait présenté le 20h pendant des années, en me disant, mais vous savez, je ne suis pas responsable des textes que je dis. J'ai un comité de rédaction, et moi, j'ai un prompteur devant moi. Donc je lis le prompteur. Voilà. Alors je lui dis, bah, pour 80 balais par mois, je veux bien faire le même métier, c'est une union. Alors bref, la disparition de l'information au profit de la communication est le signe révélateur que le régime politique a déjà changé de nature. Le spectateur croit avoir des idées alors qu'il ne fait que répéter les clichés à la mode. Et encore une citation de Nikolai Murray Butler, membre du CFR, ça c'est important parce que c'est eux les décideurs aujourd'hui. Le monde se divise en 3 catégories de gens. Un très petit nombre qui fait se produire les événements, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui se produit en réalité. Voilà. C'est la définition de la démocratie. Hein. C'est aussi la définition de Bill Gates. Il y a un bouquin qui vient de paraître, que j'ai peut-être ici, de Bill Gates, qui est... Enfin, c'est pas de Bill Gates, c'est voilà, ce livre-là, L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates. Il faut lire ce bouquin de Lionel Astruc, c'est tout à fait intéressant. Bill Gates qu'on présente comme l'homme le plus généreux du monde, l'homme le plus philanthrope, etc. Il gagne un argent considérable en faisant des dons. Je le laisserai sur la table, vous pourrez le feuilleter si vous voulez. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. Alors, ça, si on a le temps, on l'évoquera. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis juste pendant la guerre et juste après, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Voilà, ça, ce sont les décideurs.
Et c'est d'ailleurs cette fausse information, cette communication qui ne sort pas toujours, ou qui sort à certains moments, mais pas à d'autres. Alors, pour mémoire, souvenez-vous, Mitterrand a fait 2 septennats, en pleine santé. Voilà. Seulement, il avait un cancer. Et il avait un cancer depuis le début. Et il a dit, droit dans les yeux des téléspectateurs, je n'ai jamais été opéré en France. Ce qui est vrai. Il avait été opéré en Angleterre de son cancer de la prostate. Donc il n'a pas menti. Il a dit vrai. Mais en attendant, il a été, le pauvre d'ailleurs, il a été extrêmement perturbé, si je puis dire, par ce cancer, puisque à un moment donné, au début de son premier septennat, le traitement était aux États-Unis, ce qui l'obligeait à faire de nombreux déplacements. Puis après, il est venu à Montpellier, puis après au Val-de-Grâce. Et bon, voilà. Donc, et puis cette affaire aussi de sa fille naturelle, qui a mis 14 ans à sortir. 14 ans à sortir. Or, j'avais un ami qui, de temps en temps, vient ici pour partager ce dîner, qui a été pendant un moment rédacteur au Monde, rédacteur en chef du Monde, d'ailleurs, je crois, et qui rentrait dans l'open space, on va peut-être parler de ça, du Figaro. Il était au Figaro. Open space du Figaro, et vous savez, c'est les grandes salles, les panoptiques, comme on dit aujourd'hui, d'ailleurs, où tout le monde travaille en même temps dans un raffut épouvantable avec des ordinateurs sur toutes les tables, etc. Et tous les bureaux étaient équipés d'un poste de télévision qui a été accroché au plafond, relié à toutes les chaînes du monde, CNN, enfin, etc. Et lui, il avait scotché sur son poste de télévision la photo de Mitterrand avec sa fille main dans la main. Et j'avais été, après un déjeuner, j'avais été avec lui dans cet open space du Figaro. Et il s'était un peu frité, je ne sais pas à quel sujet, avec ses collègues. Et il leur avait dit que c'était un métier de dégénéré, que ça n'avait plus aucune... qu'il n'y avait plus personne qui faisait du journalisme ici, enfin, etc. Et il avait dit, un peu provocateur, il avait dit, voyez-vous, quand ça sortira, je croirai à nouveau à votre métier. Voilà, ça a mis 14 ans à sortir. Voilà. Et c'est Minute qu'il a sorti. Donc un journal facho, quand même, il faut le reconnaître. Bon. Bref, et puis alors tout est à l'avenant. La catastrophe aérienne, enfin, je ne cite que les anciens pour ne pas être inquiété par la 17e chambre. La catastrophe aérienne du Boeing numéro 800 TWA du 17 juillet 1996 à Long Island, 230 morts. Bon. Dès le début, on a vu les photos du missile qui a abattu l'avion. Bien. Certains témoins ont disparu. Les bandes magnétiques, les bandes vidéo d'enregistrement ont été volées dans des studios, ont été volées par effraction, etc. Et il a fallu attendre, je ne sais pas, depuis 96, je crois que la commission d'enquête a fini par avouer qu'il y avait peut-être eu un truc, enfin, etc. Mais la version officielle, c'est toujours le fait qu'un réacteur a explosé en vol. Or, en fait, toutes les photos montrent très précisément le missile qui atteint l'avion. La désinformation sur toutes les guerres récentes. Pourquoi est-ce qu'on est allé se battre on y reparle en ce moment avec, évidemment, le décès de Jacques Chirac. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé se battre parce que Colin Powell nous a montré la fiole d'anthrax ou de je ne sais plus trop quel de gaz toxiques, les armes de destruction massive qu'on n'a jamais, évidemment, retrouvées, qui n'existaient pas. Bien. Mais on peut multiplier les choses, sur la guerre du Kosovo, enfin, etc. Tout est... les guerres, même ce qu'on nous raconte aujourd'hui, les guerres, zéro mort. Zéro mort. Les bombardements... les bombardements, comment dit-on ciblés... Les frappes chirurgicales. Voilà, les frappes chirurgicales. Le vocabulaire est merveilleux. Alors on imagine effectivement que le drone arrive sur le bouton de culotte du gars qu'on veut flinguer, mais pas du tout. Il arrive là, mais on en envoie 10 qu'on ne voit pas naturellement, puis alors les autres, ils tombent plus ou moins sur les hôpitaux. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les autres n'ont pas installé le camp d'entraînement, l'hôpital dans le camp d'entraînement, évidemment. Ça s'appelle la guerre, tout simplement. Mais on nous raconte des bobards absolument monstrueux. Les bombardements que la France a effectués en Libye. Bon, alors chez nous, je crois qu'il y a eu une victime dans un accident d'hélicoptère. Mais là-bas, on parle de 600 000 morts. Bon.
Alors vous pensez bien que les familles qui ont perdu un père, un frère, etc., ça fait autant de terroristes qui auront le plaisir de se venger de la mort de leur... bon, etc. Bon. Alors, où la guerre est nécessaire... bon. Où la guerre est nécessaire, parce que moi je crois que malheureusement il y a des guerres nécessaires, hein. C'est pas pour être plus pacifiste que les pacifistes, mais enfin on sait ce que c'est que la guerre, malheureusement on ne la fait pas comme ça. C'est un acte épouvantable qu'on est obligé d'engager pour protéger ses populations, pour protéger son espace géographique, pour protéger, pourquoi pas, ses intérêts encore, mais on ne peut pas se déclencher comme ça. Aujourd'hui on déclenche des guerres régionales, c'est régional, ça ira bien. Et puis naturellement, ça c'est plus d'actualité, la révélation que nous avons eue de Greta Thunberg. Alors Greta Thunberg, moi elle me fait un peu rire parce que en français, Thunberg, c'est une montagne de thunes. Mais c'est assez amusant parce que c'est exactement ce qui se produit. C'est-à-dire qu'on sait très bien que elle est... alors je ne reviens pas là-dessus, vous avez certainement tous lu d'où elle vient, ce qu'elle fait et avec quelle aide, à la fois financière, etc. Je rappelle quand même qu'il fallait que ce soit une jeune fille, enfin une jeune en tout cas, ou un jeune en tout cas, pour faire pleurer dans les chaumières, parce que ça porte beaucoup mieux que si ça avait été un adulte. Il y en a d'autres hein, qui sont sortis comme ça, qui ont dit le même discours aux États-Unis. On n'en entend plus du tout parler. Mais les autres, ils ont 25 ans, 35 ans, donc ça n'intéresse personne. Là, c'est cette jeune. Puis alors en plus, elle est un petit peu autiste, un petit peu, etc. Bon, enfin bref, on fait pleurer dans les chaumières. Je rappelle quand même que son métier à elle, c'est que la lutte contre le changement climatique constitue l'essentiel de l'action mondialiste aujourd'hui. C'est par le climat qu'on va nous imposer un gouvernement mondialiste. Établir une ligne de défense médiatique pour maintenir la peur dans l'opinion mondiale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur qui s'appelle Simon Linette, qui a parfaitement analysé les choses. Toujours est-il que on est là devant un phénomène quasi mondial. Elle arrive à faire mettre en grève dans tous les pays du monde, ou à peu près, en tout cas les pays occidentaux, le vendredi après-midi, des milliers de lycéens, les pauvres à qui on peut raconter n'importe quoi, enfin, etc. Moi, j'ai invité un groupe de lycéens un jour à qui je faisais un truc, et puis on a glissé là-dessus. On ne parlait pas du tout de ça, puis ça a glissé là-dessus. Et je leur ai dit, mais écoutez, rejoignez une association, je fais de la pub, qui s'appelle les climato... Non, pas les climato-sceptiques, parce que le climato-sceptique, on peut lui retourner le compliment dans l'autre sens. Hein. Les climato-sceptiques, ils font partie de la manipulation. Bien. Ce sont les climato-réalistes. Voilà. Alors, eux, ce sont des scientifiques. Je rappelle quand même que le GIEC, la traduction du GIEC, j'ai pas mes notes ici, donc je vais le dire de mémoire, c'est le groupement international, etc. Nous, on a... Non, mais attendez, on a traduit ça par expert. Mais dans le terme anglais, il n'y a pas expert. C'est le groupement international de on ne sait pas qui. Alors, le GIEC, effectivement, vient de produire son rapport. Alors, les rapports du GIEC font entre 1500 et 4000 pages. Alors, tout le monde lit ça, naturellement, tous les matins. Bon. Et puis, là-dessus, il y a les politiques, la commission du GIEC qui se réunit. Et la commission... Alors, le premier rapport, ce sont des scientifiques, à qui le GIEC demande de faire une étude sur tel sujet ou tel sujet. Et ces scientifiques sont subventionnés pour le faire. Donc, s'ils dévoilent des choses qui ne vont pas dans le sens de cette fameuse commission finale, eh bien, ils ne seront plus subventionnés. Par conséquent, ils ont tout intérêt à aller dans le sens du vent. Ce qui fait qu'il y a énormément, je n'ai pas les chiffres en tête, mais plusieurs dizaines d'experts du GIEC qui ont démissionné. Parce qu'ils ont dit, non, attendez, on vous donne un travail scientifique, voilà, qui est validé par la communauté scientifique, et au final, vous racontez le contraire. Par conséquent, on a compris, on s'en va. Bon. Là, je pourrais donner les noms, enfin, là aussi, vous trouverez sur Internet, parce que tout est révélé. Et par contre, mais en petit comité, à bas bruit, voilà. C'est l'analyse de Philippe Nemo sur la doxa, qui dit, tant que vous discutez là, ici, on a le droit de tout dire. On n'aura aucun problème. Mais si demain, le film fait 4 millions de vues, alors là, vous allez voir ce qui va nous arriver. Bien. Voilà, donc nous passons sur Greta Thunberg, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez.
Une poignée de grands patrons sont propriétaires d'énormes groupes industriels, possèdent l'essentiel des médias. Alors moi, je pose une question. Je dis, pourquoi est-ce que ces grands patrons de l'industrie, dont le métier est de faire des bénéfices pour pouvoir faire valoir leur entreprise, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à subventionner, à être propriétaires de journaux qui systématiquement perdent de l'argent? Voilà. C'est antinomique avec leur culture. S'ils acceptent de perdre de l'argent, c'est parce qu'ils en ont un bénéfice. Un bénéfice qui n'est pas financier, évidemment, puisqu'ils en perdent. Un bénéfice qui est bénéfice moral, politique, etc. Ça leur permet de vendre leur camelote, etc. C'est ce que M. Lelay avait dit, patron de TF1, il y a 4 ou 5 ans, ou 10 ans peut-être maintenant, pardon, ça passe, quand il disait « TF1, je suis là pour faire de la place dans le cerveau des téléspectateurs pour leur vendre du Coca-Cola ». Voilà, donc tout est dit. Mais alors, ce n'est pas d'aujourd'hui. En l'an 80 après Jésus-Christ, Tacite, je le cite, « Aujourd'hui, il faut faire court. Fini le temps où les orateurs s'exprimaient librement devant un public attentif qui prenait part au débat. Aujourd'hui, la culture des orateurs qui avait nourri la République ne sert plus à rien. L'Empire, c'est amusant qu'il utilise ce terme parce que c'était le nom d'un livre dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. L'Empire, un livre actuel, naturellement. L'Empire s'impose et avec lui, la démocratie de la parole disparaît. » C'est Tacite en 80 après Jésus-Christ. Bien. Alors, je me dépêche. Le débat vivant est remplacé par des procédures manipulatoires au service de la pensée unique. La parole est dessaisie de sa possibilité d'intervention et l'essentiel de ce qui nous arrive est présenté comme non discutable, échappant à la parole. Si vous avez suivi le débat dans une émission, je ne sais trop laquelle, de la télévision, où il y avait Xavier François Bellamy, Bellamy, bref, où Bellamy était là en train on essayait de lui faire dire qu'il était contre le mariage homosexuel. Voilà, contre l'avortement. Et les journalistes n'ont pas hésité, ils l'ont dans les derniers retranchements. Alors lui, naturellement, homme politique, il biaise. Il sait très bien que s'il dit « je suis contre l'avortement », on n'entendra plus jamais parler de lui s'il n'a pas un accident en traversant la route. Par conséquent, il ne peut pas dire ça. Souvenez-vous de Fillon. Dans mon fort intérieur, peut-être, oui, peut-être. Bon, très bien. Allez, virez. Donc, il essaie. Eh bien, ils se sont acharnés là-dessus. Et il y a même un des intervenants, j'ai pas vu l'émission, hein, je suis désolé, je regarde pas la télé, mais il y a un intervenant qui a même, un type pourtant totalement dans le système, hein, qui a dit que c'était un acharnement médiatique honteux, etc., on essayait de lui faire dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire, quoi. C'était obligatoire, il fallait, non discutable, échappant à la parole. Alors je continue rapidement. La démocratie a donc cessé d'être une réalité. Les responsables des institutions exerçant un pouvoir réel ne sont pas élus et le public n'est pas informé de leurs décisions. La Commission européenne. Personne n'a jamais voté depuis la création de la Commission européenne. Voilà. Lisez le bouquin qui n'est pas complet, qui est très bon mais pas complet. Lisez le livre de Philippe de Villiers. J'ai tiré sur le fil et du mensonge et tout est venu. Il raconte il raconte la constitution de l'Europe, qui n'est absolument pas démocratique, et pour cause, puisque j'ai depuis 15 ans un petit bouquin qui a été traduit enfin en français en 2011 seulement, alors qu'il était traduit depuis 20 ans en Hollande, en Allemagne, etc., et qui démontre les origines nazies de la Constitution européenne et du traité de Rome. Walter Epstein. Voilà. Alors le seul nom, si j'ai bien lu le bouquin de... Allenstein. Pardon? Allenstein, pas Epstein. Non, Epstein. Hallstein. H-A-2-L-Stein. Voilà. Voilà. Walter Hallstein. Membre du comité juridique d'Hitler, officier nazi, enfin membre du parti, etc., qui écrira un texte à la demande d'Hitler pour se saisir, à travers les constitutions des pays européens, pour se saisir de l'Europe sans faire la guerre. Sans faire la guerre. Bon, l'histoire fait que ça ne fonctionne pas, etc., donc la guerre a lieu.
alors qu'il est au cœur du système nazi, quand ça commence à mal tourner, il est muté dans un grade hypothétique, enfin inventé dans la Wehrmacht à Cherbourg, de façon à ce que c'est les Américains qui s'en saisissent. Il est fait prisonnier, il est recyclé par les Américains dans les fameuses opérations qui ont recyclé tous les scientifiques, enfin, etc. Il ressort, et là, dans les années 50, il est en quelque sorte, il est ressorti par un homme que je crois, d'après mon souvenir, si mon souvenir est très exact, Philippe de Villiers ne nomme pas. Or, c'est tout à fait dommage. Cet homme s'appelle Hopkins, c'est le bras droit de Roosevelt. Roosevelt a toujours exigé qu'il ait, dans tous ses déplacements, qu'il ait une chambre mitoyenne avec Roosevelt. Ce Hopkins, qui était le conseiller particulier, c'est un de ceux, ils étaient 2 ou 3, à avoir écrit le fameux discours que Schuman va lire le 9 mai 50, discours constitutif de la communauté charbon-acier, constitutif de l'Europe. Or, ce discours, c'est Monnet qui lui file, parce que dans ses mémoires, Schuman dit « J'arrive là, j'ai rien à leur dire. Qu'est-ce que je vais leur raconter? J'ai rien à leur dire. » Et Monnet, qui est là, leur dit « Mais regardez, ça, voilà. » Il lui file le discours, écrit par Epstein et puis Hopkins et un autre. Or, aujourd'hui, depuis l'ouverture des archives de la Stasi, on sait que Hopkins était un colonel du GRU, des services secrets soviétiques, qui était le bras droit de Roosevelt. Et ça, je crois, et je voudrais savoir pourquoi Philippe de Villiers ne le cite pas. Parce qu'il a quand même utilisé une équipe de 60 doctorants pour aller chercher les archives, très bien fait d'ailleurs. C'est un bouquin qu'il faut lire aussi, à droite et à gauche. Et à mon souvenir, il ne parle pas d'Hopkins. C'est quand même une lacune, on se demande. Voilà. Et pour finir avec ce Walter Epstein, on lui demande de ressortir son document, de le corriger, de l'actualiser. Et ce document s'appelle le traité de Rome. Voilà. Et le traité de Rome sera signé par Walter Hallstein à Rome, donc pour la partie allemande. Voilà, c'est ce document à peine corrigé. Bon, c'est quand même assez fabuleux. Et il sera le président de la Commission européenne non élu, puisque la Commission européenne n'est jamais passée devant les urnes pendant 10 ans. Le premier président pendant 10 ans de la Commission européenne, c'est un ancien officier nazi. Voilà. Alors on comprend pourquoi l'Europe n'est pas très démocratique. Il aura vu maille avec De Gaulle quand même. Il a eu... Un petit peu. Voilà. Mais il faut savoir pourquoi. Mais ça, on sort du sujet. Mais on se le dira. Bref. Donc, tous les responsables des grandes institutions, celles qui font tourner notre monde, ne sont jamais élus et le public n'est pas informé de leurs décisions. La marge d'action des États-nations est réduite par les accords économiques internationaux pour lesquels les citoyens n'ont jamais été ni consultés ni informés. Un coup d'État ou une suspension proclamée de la démocratie n'aurait pas manqué de provoquer une révolution. C'est pourquoi il a été décidé, dans les bons lobbies, dans les bons milieux, de maintenir une démocratie de façade et de déplacer le pouvoir réel vers de nouveaux centres. Le mensonge politique consiste non plus à tromper d'autres gouvernements, à tromper ses ennemis, mais vise désormais à tromper son opinion publique. Voilà. Alors là, il y a plusieurs bouquins qui vous racontent tout ça. La guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac, La superclasse mondiale contre les peuples de Michel Geoffrey à Via Romana, excellent livre aussi. Et puis alors un bouquin que je vous recommande, alors, là il faut être très très prudent là-dessus, c'est un bouquin de Yascha Mounk, qui a un succès extraordinaire, qui est déjà en livre de poche, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Il inverse la proposition, mais il y a des choses très intéressantes dans ce bouquin. C'est moins dans nos idées que la superclasse mondiale contre les peuples, qui est un bouquin absolument remarquable. Michel Geoffroy, un haut fonctionnaire, enfin un ancien haut fonctionnaire. Quand le président Macron devient pédagogue, souvenez-vous du grand débat, il rejette toute la responsabilité de ses échecs sur les médias qu'il contrôle. Et l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, son interview dans Le Point le 1er février 2019 est symptomatique. J'ouvre les guillemets, je cite. 40 à 50 000 ultra-violents veulent abattre les institutions. La communication officielle et celle de tous les mouvements traditionnels est très peu relayée. Macron nous dit que la communication
des mouvements officiels et celle des mouvements traditionnels est très peu relayée. On n'a que lui dans les médias. Il fait des déclarations sans arrêt, ses ministres aussi. Enfin, dans les journaux, il y a peu relayé. Dans l'affaire Benalla, comme les Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère, c'est lui qui parle, hein, la russosphère représente plus de 90% du mouvement sur Internet. Les structures autoritaires nous regardent en se marrant. Voilà, c'est le président de la République qui nous dit ça. Enfin, n'importe qui peut constater exactement le contraire. Enfin, la russosphère. Il dénonce la naïveté, j'ouvre les guillemets à nouveau, il dénonce donc la naïveté extraordinaire des médias classiques. Mais enfin, c'est lui qui contrôle les médias classiques complètement. Tous ses potes, tous ses amis qui lui ont payé sa campagne électorale sont les patrons des journaux. Alors, il dénonce les médias qui sont manipulés. Ouvrez les guillemets, des gens qui achètent des comptes qui trollent. Les trolls, c'est les trucs sur Internet. C'est Russia Today et Sputnik, naturellement. C'est lui qui le dit, hein. Ce que François Bernard Huyghe, un grand chercheur sur la désinformation, là aussi des bouquins très intéressants, nomme le métacomplotisme. D'où l'idée qu'il faudra délégitimer comme manipulateurs les gens qui doutent de la légitimité du dirigeant. C'est reproduire en miroir les traits de son ennemi, fantasmique, le peuple français, et attribuer tous les malheurs du monde à la naïveté des puissants dont il fait partie, naturellement. Il faut donc contrôler sévèrement les discours trompeurs, les fake news, ou incitatifs, discours, voire aujourd'hui les pensées de haine. Je vais vous en parler. Ceux qui caricaturent ou répandent le message, c'est Macron qui parle encore, font mal à notre histoire et à nos peuples. Font mal à notre histoire. Lui qui va pour dire il n'y a pas de culture française, et qui va en Algérie pour dire devant nos ennemis et les ennemis du peuple algérien, le FLN, enfin il faut savoir qu'ils ont déclenché une guerre civile qui a fait 200 000 morts quand même. Bien. Il va devant un type du FLN pour lui dire que nous, Français, nous avons fait des crimes contre l'humanité en Algérie. Mais attendez. Bon. Mais en disant ça, est-ce qu'il n'obéit pas à ses maîtres, Macron? Voilà. Non. C'est écrit au Crébran. Écrit au... Quand ses maîtres ils tirent sur la laisse... Sur l'Algérie. Absolument. C'est écrit au Alors, Crébran. je poursuis parce que je veux finir et le temps passe énormément, puis il y aura des questions. Alors, c'est ce que l'informaticien australien Robert Clark qualifie de data-veillance aimable. Alors, data, on va voir pourquoi. Comment la manipulation s'exerce-t-elle aujourd'hui? On a vu un certain nombre de choses, et demain. Et là, on va rentrer dans du très lourd. Parce que la manipulation, grâce à la technique, et nos hommes politiques ne jurent que par la technique, la manipulation va prendre des proportions absolument inouïes, dont nous n'avons que une très partielle conscience. Sommes-nous appelés à devenir des êtres sans capacité de raisonnement, physiquement, mentalement soumis à des décisions prises par des machines, elles-mêmes programmées par des algorithmes? On est passé en quelques années d'une manipulation que je qualifie artisanale à une véritable machine de guerre par une technologie qui ne laisse aucun segment de discernement à l'être humain. Alors pourquoi je dis manipulation artisanale? Parce que c'était une construction humaine pour abattre un ennemi, qu'il soit politique, économique, financier, guerrier, pourquoi pas. Mais c'était une manipulation. L'opération Fortitude, les Anglais, enfin les Alliés, ont fabriqué des chars en baudruche, ont fabriqué des installations en baudruche pour faire croire aux Allemands que, etc. C'était du matériel, c'était tangible. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque, en fait, nous allons être manipulés physiquement, mentalement, soumis à des décisions prises par des machines, elles-mêmes programmées par des algorithmes. Et je m'appuie là pour parler de ça, entre autres, sur les travaux d'Antoinette Rouvroy et de Thomas Berns, que vous retrouvez sur le site Cairns.info. Mais aussi les analystes, alors là, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais qu'ils ont été, à un moment donné, ils ont des analyses pertinentes, pour ne pas dire, je ne veux pas dire prophétique, il ne faut pas exagérer, mais enfin, en tout cas, ils ont vu des choses. C'est Gilles Deleuze, voire même Foucault, le philosophe. Machine désirante. La société de...
c'est pas de discipline, la société de discipline et maintenant la société du contrôle. Et là, j'ai des documents que je vais vous montrer si vous voulez. Alors, toujours est-il que, alors, observez les choses, le déroulement. Je parle de Google. Google a fait, d'abord, donc on sait ce que c'est Google, c'est un moteur de recherche, etc. Et Google a inventé un truc qui s'appelle Google Maps et qui donne les cartes du monde entier. C'est très bien fait, c'est très facile d'utilisation, c'est très intéressant. Vous préparez un voyage, vous avez, etc. Mais c'était assez insuffisant, les photos n'étaient pas toujours très très bonnes, enfin les cartes n'étaient pas toujours très très bonnes, c'était des cartes. Et puis en 2005, donc quelques années après, en 2005, ils inventent Google Earth. Alors là, c'est beaucoup mieux parce que ce sont des satellites et qui ont des définitions très précises. Certains sont géostationnaires, d'autres tournent, c'est-à-dire que ce sont des satellites dynamiques en quelque sorte. Et là, sur Google Earth, vous avez des photos satellites. Donc, en zoomant, vous allez voir votre maison, vous allez voir votre voiture, votre jardin, et vous allez savoir si la photo a été prise au printemps ou en hiver, enfin, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir d'ailleurs si votre toit est bien isolé. Car lorsqu'il y a de la neige, ça veut dire que le toit est bien isolé, et s'il y a des plaques par un temps neigeux, et s'il y a des plaques où vous voyez les tuiles, bah, ça veut dire qu'il y a des fuites de chaleur, puisque ça fait fondre la neige. Tout ça, c'est Google Earth. Mais c'est encore très anonyme. Bon, donc c'est pas suffisant. Alors Google a inventé le Google Street View. Et là, ce sont des voitures qui passent dans la rue avec des caméras à 360 degrés. Et là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous voir rentrer chez vous. Mais vous pouvez voir l'amant de votre femme. Mais vous pouvez voir ici, vous pouvez voir ce qui se passe là-dedans. Parce qu'il suffit que la voiture, qui vient ici, parce que la voiture va passer. Et si vous avez laissé les rideaux du salon ouverts, eh bien vous allez pouvoir voir votre salon. Voilà, mais les autres aussi, naturellement. C'est une révolution du pouvoir. Et c'est pas fini, hein, parce que la technologie va nous en inventer d'autres. La technologie, c'est la révolution du pouvoir. Je vous parlais tout à l'heure des petites caméras qu'on met à la maison pour notre plus grand bien, pour surveiller les voleurs. Bien. Mais en attendant, tout le monde peut surveiller, du coup. Bon. Et le fisc avec. Bon. Alors, et c'est une révolution du pouvoir parce qu'on l'accepte, évidemment. Et on ne peut pas le refuser. Donc c'est accepté sans douleur apparente. Chaque individu est volontairement ou non détecté, classé, introspecté, évalué dans toutes ses composantes humaines par des machines de plus en plus autonomes. Nous assistons à la mainmise en place d'une gouvernementalité algorithmique ou statistique, moyen de prédire et de prévenir, d'orienter certains comportements humains. Car toutes ces données qui sont récoltés sur nous, qu'on le sache ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on le veuille ou pas, vont rentrer dans des grosses boîtes qui s'appellent le data mining. Alors je continue, puis on expliquera. La société, institution et individu acceptent sans discernement la digitalisation de la vie elle-même. Comment connaître à l'avance les intentions de consommation ou les intentions criminelles? Alors évidemment, on ne va vous parler que des intentions criminelles, les intentions terroristes. Donc c'est du bon pour nous. C'est notre sécurité qui est en jeu. Bien. L'anticipation du possible, jusqu'alors incertaine, et pour cause, on n'est pas tous Madame Soleil, par l'étude psychologique et le calcul humain, devient réalisable avec les techniques biométriques et d'analyse de vidéosurveillance. Aujourd'hui, en Chine, ils peuvent, par la vidéosurveillance, par la biométrie faciale, ils arrivent à détecter le sentiment de peur dans le regard des gens. Quand on a peur, quand on est en train de se balader dans la rue, c'est qu'on va faire un sale coup. Et par conséquent, il suffit qu'il y ait 3 flics au coin de la rue pour gogluter. Voilà. Toutes nos actions et demain nos pensées, le sentiment de la peur, sont tracées et enregistrées. C'est ce qu'on appelle le clickstream marketing. Voilà, c'est la technique qui consiste, parce que vous allez demander un billet Paris-Dijon, qui consiste à vous renseigner sur tout ce que vous êtes susceptible de faire, de trouver, de voir, d'entendre dans la région de Dijon, alors que vous n'avez rien demandé, sinon un billet pour faire Paris-Dijon. Et avec ça, il y a la technique du Award Address, c'est-à-dire qu'il décèle vos désirs, vos besoins,
vos habitudes de consommation. Maintenant, les gens achètent sur Internet en quantité. Et par conséquent, ils ont votre adresse IP, donc vous êtes géolocalisé. Par conséquent, le système va vous renseigner. Par exemple, vous allez sur un site pour voir le matériel de salle de bain. Donc immédiatement, vous allez avoir toute la publicité pour les entreprises qui vendent du matériel de salle de bain à côté de chez vous. Voilà. Donc ce sont des bases de données gigantesques qui analysent le monde physique en données métabolisables par des systèmes informatiques, c'est le data mining. La définition qui a été donnée par l'United States General Accounting Office, c'est l'application de la technologie et des techniques de banque de données, comme l'analyse statistique ou la modélisation, on fabrique des modèles donc, dans le but de découvrir les structures cachées, ça c'est la définition officielle, les structures cachées et les relations subtiles entre données et d'en inférer des règles permettant la prédiction de futurs résultats, de résultats futurs. Les objectifs vont de l'amélioration des prestations et performances des services à la détection des terroristes potentiels, en passant par la détection des fraudes, des gaspillages ou des abus, l'analyse d'informations scientifiques et de recherche, la gestion des ressources humaines, la détection d'activités criminelles ou l'identification de structures de comportement menant à de telles activités. Ça va très très loin. Le même rapport mentionnait qu'une grande partie du data mining réalisé par l'État fédéral américain impliquait, évidemment, on s'en serait douté, l'usage de données à caractère personnel, extraites de banques de données constituées par des organisations relevant tant du secteur privé que du secteur public. Et alors, avec ça, pour continuer encore davantage l'analyse, on invente ce qu'on appelle le profilage algorithmique, qui permet d'objectiver et d'optimiser les autorisations d'accès dans certains lieux, notre sécurité, les mesures de contrôle administratif ou policier. On ne parle plus d'individus, mais de profils de consommateurs, de profils de risques, de profils de fraudeurs. Cette gouvernementalité statistique s'intéresse à quelque chose d'abstrait et somme toute de fantomatique. On n'est plus des individus, on va être des individuels. La prédiction et surtout la préemption des comportements, c'est-à-dire deviner votre propre comportement, que vous n'avez pas encore analysé, parce qu'il peut se passer 1000 choses. Mais le nombre, le nombre d'informations qu'ils ont sur vous, le nombre statistique qui ont rentré dans la boîte, vont finir par vous mettre dans une case qui s'appelle le profil machin. Alors c'est le profil consommateur, profil risque, profil consommateur de biens de consommation, de ceci, de cela. Et donc, vous allez être, en façonnant l'individu à travers ces algorithmes prédictifs, elle adhère anticipativement au réel qu'elle entrevoit, et plutôt à un réel évité, puisque ces mesures servent souvent des objectifs de sécurité, prévention du terrorisme, profil économique ou financier. L'objectif final reste de produire des comportements réguliers et prévisibles. C'est-à-dire, nous serons induits dans nos propres comportements sans nous en rendre compte. Voilà. Comportement de consommation, comportement politique, comportement religieux, etc. Les comportements des individus qui peuvent être prédits sur la base massive d'opérations de data mining et de profilage sont dépourvus de toute inscription dans des contextes collectifs et même intentionnels. Ces classifications ne recoupant aucune catégorisation socialement éprouvée, une appartenance ethnique ou une appartenance par préférence sexuelle ou opinion politique ou conviction religieuse, leur contestation aux moyens d'action collective devient impensable et empêche de fait toute contestation à leur endroit. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'aura pas envie de se réunir à un autre. On n'aura pas envie d'être collectif dans nos démarches, puisque nous ne devenons que des sujets gouvernés par nos propres traces. Des sujets gouvernés par les traces que nous laissons. La dénonciation d'un tel gouvernement comme agi de l'extérieur est vaine, non seulement au sens d'inefficace, mais aussi d'infondé. C'est-à-dire non seulement ce ne sera pas efficace, mais en plus, ça ne peut pas exister. C'est le sentiment qu'éprouve déjà Emmanuel Macron lorsqu'il s'étonne des réactions du peuple, pas encore totalement réduit à cette individualité statique. Car pour eux, pour la classe dirigeante,
le phénomène des gilets jaunes, ça les a pris complètement à contre-pied. Il n'y en a qu'un seul qui avait deviné. C'est Jacques Attali, qui 5 ans plus tôt avait dit dans une interview, ça va... La politique est ainsi faite, donc il donnait de ses ordres, hein, en un mot, aussi bien à Sarkozy qu'à Macron, et il disait, mais ça va péter. Ça ne peut pas... Alors il n'appelait pas ça les gilets jaunes, mais il a dit, nous allons avoir des jacqueries, nous allons avoir des révoltes populaires. Voilà. Attali, il l'avait prédit. Les sujets individualisés, non plus individualisés, avec la capacité de se rassembler, de se retrouver, de se parler, etc., les sujets individualisés se prêtent entièrement à leur propre gouvernement statique, par les traces qu'ils laissent, sans aucune instance extérieure de surveillance active, aucune règle ne soit plus nécessaire. Et alors je finirai par la lecture d'une phrase d'un document de l'OTAN qui s'appelait PsyOps, de référence AJP, il faut toujours donner ces références, 3.10.1 de 2007. Et ce document, donc, sur les opérations psychologiques contre les peuples, hein, de l'OTAN, nos alliés, nos amis, nous en faisons partie. Alors, ouvrez les guillemets, l'objet de ces actions est en effet de porter délibérément atteinte au libre arbitre individuel ou collectif par la dégradation et la falsification de l'information. Je vous remercie.